Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Nous en sommes au 4e épisode sur cette série de lectures et nous lirons aujourd'hui la suite du livre second. Si vous voulez avoir les épisodes précédents, à savoir épisode 1, début du livre premier, épisode 2, suite et fin du livre premier, épisode 3, début du livre second, je vous invite à aller voir ça sur la playlist qui se trouve sur la chaîne YouTube. La playlist se nomme « Et si on lisait les souffrances du jeune Werther ?» tout simplement. Je vous rappelle également que si vous me regardez sur YouTube, vous pourrez trouver dans la barre de lecture de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction de mon live ainsi que les pauses que j'effectuerai lors de ma lecture. Et enfin, petit disclaimer spécial à cette œuvre, je vous rappelle que, attention, cette lecture se destine à un public averti. Voilà, je préfère faire ce petit disclaimer, je trouve ça important, parce que c'est un texte qui peut être un petit peu difficile, un texte auquel il peut être un petit peu compliqué de se confronter, parce qu'il traite de sujets très, très sensibles et parfois très durs. Les idées noires, le suicide, la dépression, le chagrin d'amour et ainsi de suite. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans votre assiette, si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, surtout en cette période de l'année, on sait bien que c'est un peu compliqué pour davantage de personnes. Donc voilà, si peut-être vous vous dites que ça ne vous fera pas du bien, passez votre chemin et revenez avec plaisir quand vous en aurez l'envie, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je préfère moi vous tenir au courant que la lecture est un petit peu difficile à digérer. Voilou. Ceci dit, à part ces petits avertissements, le texte est très très bien. Le texte est extrêmement bien écrit par l'auteur Goethe, cet auteur allemand. Et pour le moment, je suis vraiment à fond dans l'œuvre. Je la trouve vraiment intéressante, très très bien vue, très très juste. Ouais, sur les faits, enfin, je trouve que la description justement de l'état de dépression, etc., est vachement marquante, voire subtile. Il va vraiment chercher tous les détails, etc. Enfin, je trouve ça très bien écrit. C'est assez incroyable, je trouve, de mimer aussi bien ce que ça peut être cet état un petit peu tristoun. Mais voilà. Je vous aurais fait les avertissements qu'il se doit. Je vais pas refaire un monologue de 20-30 minutes pour vous dire attention, pour vous dire la dépression, nanana. Je suis personne pour cela et j'en ai déjà parlé beaucoup dans les épisodes précédents. Donc maintenant voilà, je considère que vous êtes clé en main et que vous savez comment entre guillemets agir et quoi faire par rapport à cette lecture. On va commencer ce live comme d'habitude avec une toute petite courte intro pour que les gens qui veulent à tout prix suivre cette lecture en direct aient le temps d'arriver. Parce que en fait voilà, ça c'est un truc aussi que les gens comprennent peut-être pas forcément. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé donc je vais en reparler. C'est vrai que peut-être les gens qui me voient sur YouTube peuvent se dire: mais putain, il fait des intros de 12 000 ans, à quoi bon, nique ta mère. C'est voilà, le mec qui s'énerve direct. Mais ouais, j'ai parfois, rarement quand même, hein, je dois avouer, mais des retours un petit peu énervés comme ça. Sachez que à la base, je fais ça en live. Et donc, mon intérêt est tout simplement de laisser le temps aux gens d'arriver. Parce que voilà, quand j'arrive en live, il y a une petite notification qui se lance à tous mes followers sur Twitch. Et voilà, j'ai envie de leur laisser le temps d'arriver à l'heure. Déjà que parfois je reçois des messages « Ah mince, je suis arrivé en retard !» J'aimerais bien limiter au maximum cela. Et puis, en fait, ça implique aussi tout un tas d'autres raisons qui sont toutes simples. C'est que moi, pendant les lectures, mon format de stream est un petit peu singulier, on va dire. Pendant mes lectures, je peux pas vous parler parce que je veux pas interrompre la lecture sans arrêt. Donc du coup, j'essaie de tout regrouper dans l'intro, dans la pause et dans l'outro, pour vous dire toutes les infos concernant la chaîne, concernant les projets. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit compact comme ça de 10, 15, 20 minutes en introduction, qui, je comprends, peuvent être déplaisants, mais encore une fois, je fais tout pour que ce soit agréable au maximum de gens.
Je vous donne des outils entre guillemets à disposition pour que vous puissiez faire comme bon vous semble, comme les timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement là où bon vous semble. Donc voilà, soyez indulgents, soyez compréhensifs, chers amis. J'essaie de contenter un maximum de gens. Bref, je vous invite à vous installer, à prendre à boire ou à manger, et je vous souhaite surtout de passer un agréable moment en ma compagnie sur la lecture du soir. Santé à tous les amis. Et ce soir, de nouveau, nous partons pour une lecture assez courte, puisque sur cette œuvre en particulier, je préfère faire des portions de lecture un peu plus courtes, pour que ce soit peut-être un petit peu moins déprimant à se prendre comme ça d'un seul coup dans la tête. Donc voilà, j'essaie de faire des phases de lecture un peu plus courtes. Sachez que en termes de découpe dans ce roman, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a livre premier et livre second. Et il y a après ça uniquement des lettres qui sont envoyées à des dates différentes, puisque c'est un roman épistolaire et qu'on suit toutes les lettres qu'envoie notre héros, notre narrateur interne du coup, Werther. Donc les découpes que je peux faire là sont des découpes tout à fait arbitraires que j'opère simplement pour pouvoir faire des pauses, pour pouvoir faire des pauses aussi entre deux lives. Ce qui fait que là je vais vous lire la suite du livre second, mais nulle part en aucun cas il est inscrit dans mon texte que c'est la suite du livre second, c'est juste la suite du livre second. J'espère me faire comprendre, même si c'est un peu j'utilise des mots un peu ambigus du coup, mais de la même manière, à la fin de ce live, je m'arrêterai à un endroit tout à fait au pif, même au milieu d'une phrase. Je vous ai dit que j'allais pas m'arrêter en plein milieu d'une lettre et que j'allais arrêter d'une lettre sur l'autre. Là c'est particulier, j'ai un petit peu regardé ça dans l'après-midi, et c'est un petit peu particulier l'endroit où on va arriver dans la lecture à la fin de ce live. Donc du coup j'opérerai une pause en plein milieu d'une lettre, mais c'est pour pouvoir faire un rattachement, j'espère, judicieux et subtil entre cet épisode et l'épisode 5 qui aura lieu mardi à 21h et qui clôturera cette lecture. Voilà, voilou. Comme ça, vous avez eu les infos pour vous y retrouver au maximum dans la lecture et dans cette œuvre, j'espère. J'ai toujours peur, en listant, entre guillemets, tout ce qu'il y a besoin de savoir en quelque sorte pour suivre cette lecture, de surexpliquer et de vous perdre encore plus. Donc je sais pas si je devrais juste pas fermer ma gueule et vous dire allez, je vous laisse avec ça, faites ce que vous en voulez. mais ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, également, concernant les derniers lives de la semaine, comme d'habitude, il y aura un live de découverte de l'univers de League of Legends dimanche à 15h, donc de 15h à 16h, ce sera le dernier live de la semaine a priori. Sur Rengar, ça mettra fin à notre série sur la race des Vastaya, donc ça va être sympathique. Et comme d'habitude, il y aura la veillée du dimanche, ce dimanche de 21h à minuit, où je me mets à disposition en vocal sur mon Discord, et où on peut chatter ensemble, n'est-ce pas, ou même jouer à des jeux, etc. etc. C'est très, très cool et très agréable de passer ce moment en votre compagnie. D'ailleurs, j'hésite également à faire un live supplémentaire demain. Je sais pas si ça serait dans l'après-midi ou le soir, je sais pas encore. Et ce serait peut-être sur le jeu Superliminal ou sur le jeu Don't Starve, je pense. Rien n'est moins sûr parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de live de gaming ces temps-ci. Et j'ai l'impression... En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de faire attention à ça parce que à ce moment-là, on fait plus rien. Mais j'ai l'impression que je vous ai peut-être un peu trop spammé sur YouTube de rediffusion. Et je crois que c'est à cause des lives de gaming, justement. Parce que je vois quand même que dans les stats de mes dernières vidéos sorties, ça a tendance à baisser globalement. Mais les vidéos gaming, ça fait vraiment une crevasse gigantesque. Autant je pense qu'en live, on s'amuse bien à faire du gaming ensemble, autant à la rediff ça a pas l'air d'être trop votre truc parce que je pense que les gens qui me suivent sur YouTube me suivent davantage pour mes lectures que pour autre chose. Donc bon, c'est vrai que j'ai pas envie de faire gaffe à ça et j'ai toujours été dans le principe de je fais tout ce que je veux quand je veux, etc. etc.
Mais d'un autre côté, c'est chiant aussi de se tirer des balles dans le pied. Donc je sais pas, je suis un peu en réflexion sur tous ces trucs-là, je dois bien vous avouer. J'en avais déjà parlé récemment que je réfléchissais à peut-être faire des lives sur Twitch qui ne seraient pas en rediffusion sur YouTube, c'est aussi une possibilité. Je sais pas, j'y réfléchis en vrai, j'y réfléchis, mais dans l'absolu, je continue de penser que j'ai juste envie de faire ce que je veux quand je veux, et que ce serait dommage de ne pas mettre les rediffusions, parce que bah, c'est cool d'avoir une trace d'absolument tout ce qu'on a fait, quoi. Bon, à voir, je réfléchis. Bonsoir les couteaux portes, bienvenue sur ce live, comment tu vas? Merci de me rejoindre. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Je peux simplement vous dire que, en ce moment, je vous en parlais la dernière fois, je commence à retrouver l'inspiration, je commence à retrouver la motivation petit à petit, et je peux vous dire que ces jours-ci, tous les jours, en petite dose, et d'ailleurs vous avez pas mal de teasing là-dessus sur mon Discord pour ceux que ça intéresse, jour après jour, voilà, je fais un petit palier, une petite étape d'un gros projet que je prépare depuis longtemps et qui j'espère devrait arriver avant la fin de l'année. Un nouveau projet de live, un nouveau type d'émission sur la chaîne, et j'espère qu'il vous plaira. Je peux tout simplement vous dire que si vous aimez les lives, ça me rappelle une histoire, vous devriez les apprécier. Et puis, ouais, je pense que si vous aimez, grosso modo, si vous aimez le roleplay, le jeu de rôle, l'interprétation, l'improvisation, etc., etc., je pense que vous devriez bien kiffer. Même la littérature en soi, hein, ça a des accointances. Ben voilà, donc voilà, je pense que tout ça peut aller très bien. Donc tenez-vous au courant si ça vous intéresse, mais j'espère arriver bientôt. Surtout que c'est un projet en groupe, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et j'appréhende et à la fois je suis très très excité, donc j'ai hâte d'arriver à ça. Je vous en reparlerai quand j'aurai des infos davantage définitives. Ça va, contente que tu te sentes mieux, ça va de mon côté. Ah bah merci les cotoportes, c'est gentil, merci de ta sollicitude. Et écoutez, je pense que j'ai beaucoup de bavardé déjà. Donc je pense que je ne vais pas m'apesantir davantage sur les sujets que j'évoquais. Putain, j'ai du mal à parler, j'ai l'impression là, c'est terrible. Alors, attendez. Ok, c'est bon. Ça va. Désolé les amis. Je regardais justement parce que sur mon Discord, j'avais une notification qui notifiait mon pseudo. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc grave, vaut mieux que j'aille voir. Mais non, tout va bien. Ouais, bah du coup, on va y aller les amis. La dernière fois, on s'était laissé avec la lettre du 10 octobre, une lettre toute courte, avec plein de tirets, et que j'avais trouvé particulièrement intéressante parce que, avec des lettres très courtes et avec des astuces entre guillemets orthographiques, des astuces de ponctuation, etc., etc. Il avait tellement su bien, donc Goethe avait tellement bien su instaurer ce climat que subit en quelque sorte Werther, ce climat de confusion, de tristesse, de colère, de tout un tas de sentiments mêlés, de perdition aussi un petit peu. Donc j'avais trouvé ça vraiment bien vu. Et grosso modo, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'événements spécifiques qui sont arrivés la dernière fois, donc je peux pas tellement vous redire, vous resituer dans l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Werther avait fait le mouvement de s'éloigner de Charlotte. Maintenant, il a appris que Charlotte et Albert allaient se marier, et il est revenu auprès de Charlotte, et donc il a repris contact avec Charlotte. Donc, à voir ce que ça va présager pour la suite de sa mentalité, j'ai envie de dire, parce que ouais, ça le subjugue, ça le submerge même, j'aurais tendance à dire. On va voir comment ça se passe. Bien, je vais arrêter de me perdre en de nombreuses paroles vaines. C'est terrible, j'ai vraiment l'impression de trop parler, des fois j'ai envie de me foutre des tartes. Surtout quand je suis pas clair comme ce soir. Yeah. Mais bref, je vais juste vous souhaiter une bonne écoute. Bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre qui me regardent en live ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause de ce soir, je n'en ferai qu'une ce soir. On est parti. Livre second, suite. 12 octobre. Ossian a supplanté Homère dans mon cœur. Quel monde que celui où ces chants sublimes me transportent.
errer sur les bruyères tourmentées par les bourrasques qui emportent les esprits des aïeux dans la fumée des brouillards à la clarté crépusculaire de la lune, entendre dans la montagne les gémissements des génies des cavernes, à moitié étouffés dans le rugissement du torrent de la forêt, et les soupirs de la jeune fille agonisante près des 4 pierres couvertes de mousse qui couvrent le héros noblement mort qui fut son bien-aimé. Quand alors je rencontre le barde blanchi par les années, qui sur les vastes bruyères cherche les traces de ses pères, et hélas, ne trouve que les pierres de leur tombeau, qui gémit et tourne ses yeux vers l'étoile du soir se cachant dans la mer houleuse, et que le passé revit dans l'âme du héros, comme lorsque cette étoile éclairait encore de son rayon propice les périls des braves et que la lune prêtait sa lumière à leur vaisseau revenant victorieux. Quand je lis sur son front sa profonde douleur, et que je le vois, lui le dernier, lui est resté seul sur la terre, chanceler vers la tombe, et comme il puise encore de douloureux plaisirs dans la présence des ombres immobiles de ses pères, et regarde la terre froide et l'herbe épaisse que le vent couche, et s'écrie « Le voyageur viendra, il viendra, celui qui me connut dans ma beauté, et il dira « Où est le barde, qu'est devenu le fils de Fingal? Son pied foule ma tombe, et c'est en vain qu'il me demande sur la terre. Ô mon ami, tel un noble écuyer, je voudrais tirer mon épée, délivrer tout d'un coup mon prince de la douleur aiguë d'une vie lentement dépérissante, et envoyer mon âme après ce demi-dieu mis en liberté. 19 octobre. Hélas, ce vide affreux que je sens dans mon sein. Je pense souvent, si tu pouvais une fois, une seule fois, la presser contre ce cœur, tout ce vide serait comblé. 26 octobre. Oui, mon cher, je me confirme de plus en plus dans l'idée que c'est peu de choses, bien peu de choses que l'existence d'une créature. Une amie de Charlotte est venue la voir. Je suis entré dans la chambre voisine. J'ai voulu prendre un livre et, ne pouvant pas lire, je me suis mis à écrire. J'ai entendu qu'elle parlait bas. Elles se contaient l'une à l'autre des choses assez indifférentes, des potins. Celle-ci était mariée, celle-là malade, fort malade. Elle a une toux sèche, disait l'une, les joues creuses, et à chaque instant il lui prend des faiblesses. Je ne donnerai pas un sou de sa vie. Monsieur N n'est pas en meilleur état, disait Charlotte. Il est enflé, reprenait l'autre. Et mon imagination vive me plaçait tout d'abord au pied du lit de ces malheureux. Je voyais avec quelle répugnance ils tournaient le dos à la vie, comme Wilhelm, mes petites femmes en parlaient comme on parle d'ordinaire de la mort d'un étranger. Et quand je regarde autour de moi, que j'examine cette chambre et que je vois les habits de Charlotte, les papiers d'Albert, et ces meubles avec lesquels je me suis à ce point lié d'amitié, même avec cet encrier, et je dis à moi-même, vois ce que tu es dans cette maison. Après tout, tes amis te considèrent, tu fais souvent leur joie, et il semble à ton cœur qu'il ne pourrait exister sans eux. Cependant, si tu partais, si tu t'éloignais de ce cercle, sentirais-ils le vide que ta perte causerait dans leur destinée? Et pendant combien de temps? Ah, l'homme est si passager que là même où il a proprement la certitude de son existence, là où il peut laisser la seule vraie impression de sa présence dans la mémoire, dans l'âme de ses amis, il doit s'effacer, disparaître, et si vite. 27 octobre. Je me déchirerai le sein, je me briserai le crâne, quand je vois combien peu nous pouvons les uns pour les autres. Hélas, l'amour, la joie, la chaleur, les délices que je ne porte pas au-dedans de moi, un autre ne me les donnera pas. Et, le cœur tout plein de délices, je ne rendrai pas heureux l'autre qui est froid et sans force devant moi. Le soir. Je possède tant de choses, et penser à elle dévore tout. Je possède tant de choses, et sans elle, tout se réduit à rien. 30 octobre. Si je n'ai pas été 100 fois sur le point de lui sauter au cou. Dieu sait ce qu'il en coûte de voir tant de charmes passer et repasser devant vous, sans pouvoir vous en emparer. S'emparer des choses est pourtant le penchant le plus naturel de l'humanité. Les enfants ne tâchent-ils pas de saisir tout ce qu'ils aperçoivent? Et moi? 3 novembre. Dieu sait combien de fois je me mets au lit avec le désir et quelquefois l'espérance de ne pas me réveiller. Et le matin j'ouvre les yeux, je revois le soleil, et je suis malheureux. Oh, que ne puis-je être d'humeur inégale? Que ne puis-je m'en prendre autant à un tierce à une entreprise manquée?
Alors l'insupportable fardeau de ma peine ne pèserait qu'à demi sur moi. Malheureux que je suis, je ne sens que trop que toute la faute est à moi seul. La faute? Non. Je porte aujourd'hui cachée dans mon sein la source de toutes les misères, comme j'y portais autrefois la source de toutes les béatitudes. Ne suis-je donc plus exactement le même, celui qui jadis était plongé dans l'abondance du sentiment, qui voyait naître un paradis à chaque pas et qui avait un cœur palpable d'embrasser dans son capable d'embrasser dans son amour un monde entier? Mais maintenant ce cœur est mort. Il n'en est plus aucun ravissement. Mes yeux sont secs, et mes sens, que ne soulagent plus des larmes rafraîchissantes, contractent anxieusement mon front. Combien je souffre, car j'ai perdu ce qui faisait toutes les délices de ma vie, cette force divine avec laquelle je créais des mondes autour de moi. Elle est passée. Lorsque de ma fenêtre je regarde vers la colline lointaine, que je vois au-dessus d'elle le soleil du matin pénétrer les brouillards et luire sur le fond paisible de la prairie, tandis que la douce rivière s'avance vers moi en serpentant entre ses sols dépouillés de feuilles. Oh, quand cette nature merveilleuse se trouve devant moi figée comme une petite image vernissée, et que toutes ces délices ne peuvent faire passer de mon cœur dans mon cerveau la moindre goutte de félicité, et le gars tout entier se trouve devant l'image de Dieu comme une source tarie, comme un seau percé. Je me suis souvent jeté à terre pour demander à Dieu des larmes, comme un laboureur prie pour de la pluie lorsqu'il voit sur sa tête un ciel d'airain et la terre mourir de soif autour de lui. Mais hélas, je le sens. Dieu n'accorde point la pluie et le soleil à nos prières importunes. Et ces temps dont le souvenir me tourmente, pourquoi était-il si heureux, sinon parce que j'attendais son esprit avec patience, et que je recevais avec un cœur reconnaissant les délices qu'il versait sur moi. 8 novembre. Elle m'a reproché mes excès, mais d'un ton si aimable. Mes excès de ce que, d'un verre de vin, je me laisse quelquefois entraîner à boire la bouteille. Évitez cela, me disait-elle. Pensez à Charlotte. Pensez, avez-vous besoin de me l'ordonner? Je pense. Je ne pense pas. Vous êtes toujours présente à mon âme. J'étais assis aujourd'hui à l'endroit même où vous descendîtes dernièrement de voiture. Elle s'est mise à parler d'autre chose, pour m'empêcher de m'enfoncer trop avant dans cette matière. Mon cher, je suis perdu. Elle fait de moi tout ce qu'elle veut. 15 novembre. Je te remercie, Wilhelm, du tendre intérêt que tu prends à moi, de la bonne intention qui perce dans ton conseil, mais je te prie d'être tranquille. Laisse-moi supporter toute la crise. Malgré la lassitude où je suis, j'ai encore assez de force pour aller jusqu'au bout. Je respecte la religion, tu le sais. Je sens que c'est un bâton pour celui qui tombe d'épuisement, un rafraîchissement pour celui que la soif consume. Seulement, doit-elle être cela pour tous? Considère ce vaste univers. Tu vois des milliers d'hommes pour qui elle ne l'a pas été, d'autres pour qui elle ne le sera jamais, soit qu'elle leur ait été annoncée ou non. Faut-il donc qu'elle le soit pour moi? Le Fils de Dieu ne dit-il pas lui-même que ceux-là seront autour de lui, que le Père lui aura donné? Si donc je ne lui ai pas été donné, si le Père veut me réserver pour lui comme mon cœur me le dit, de grâce, ne va pas donner à cela une fausse interprétation, et voir une raillerie dans ces mots innocents. C'est mon âme tout entière que j'expose devant toi. Autrement, j'eusse mieux aimé me taire, car je déteste perdre mes paroles sur des matières que les autres entendent tout aussi peu que moi. Qu'est-ce que la destinée de l'homme, sinon de fournir la carrière de ses mots, et de boire sa coupe tout entière? Et si cette coupe parut au Dieu du ciel trop amère lorsqu'il la porta sur ses lèvres d'homme, irais-je faire le fort et feindre de la trouver douce et agréable? Et pourquoi aurais-je honte de l'avouer, dans ce terrible moment, où tout mon être frémit entre l'existence et le néant, où le passé luit comme un éclair sur le sombre abîme de l'avenir, où tout ce qui m'environne s'écroule, où le monde périt avec moi? N'est-ce pas la voix de la créature accablée, défaillante, s'abîmant sans ressource au milieu des vains efforts qu'elle fait pour se soutenir, que de s'écrier avec plainte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Pourrais-je rougir de cette expression? Pourrais-je redouter le moment où elle m'échappera, comme si elle n'avait pas échappé à celui qui replie les cieux comme un voile? 21 novembre. Elle ne voit pas, elle ne sent pas qu'elle prépare le poison qui nous fera périr tous les deux. Et moi, j'avale avec délice la coupe qu'elle me présente pour ma perte. Que veut dire cet air de bonté avec lequel elle me regarde souvent? Souvent? Non, pas souvent.
mais quelquefois cependant. Cette bienveillance avec laquelle elle accueille l'expression d'un sentiment qui m'échappe, cette compassion pour mes souffrances qui se peint sur son front. Comme je me retirais hier, elle me tendit la main et me dit « Adieu, cher Werther ». Cher Werther, c'est la première fois qu'elle m'ait donné le nom de cher, et la joie que j'en ressentis a pénétré jusqu'à la moelle de mes os. Je me le répétais 100 fois. Et le soir, lorsque je voulus me mettre au lit, en babillant avec moi-même de toutes sortes de choses, je me dis tout à coup « Bonne nuit, cher Werther », et je ne pus ensuite m'empêcher de rire de moi-même. 22 novembre. Je ne puis pas dire dans mes prières « laisse-la moi », et cependant elle me paraît souvent être à moi. Je ne puis pas dire dans mes prières « donne-la moi », car elle est à un autre. Je joue et plaisante avec mes peines. Si je me laissais aller, je ferais toute une litanie d'antithèses. 24 novembre. Elle sent ce que je souffre. Aujourd'hui son regard m'a pénétré jusqu'au fond du cœur. Je l'ai trouvée seule, je ne disais rien et elle me regardait fixement. Je ne voyais plus cette beauté séduisante, ces éclairs d'esprit qui entourent son front. Un regard plus puissant agissait sur moi, un regard plein du plus tendre intérêt, de la plus douce pitié. Pourquoi n'ai-je pas osé me jeter à ses pieds? Pourquoi n'ai-je pas osé m'élancer à son cou et lui répondre par 1000 baisers? Elle a eu recours à son clavecin et s'est mise en même temps à chanter d'une voix si douce. Jamais ses lèvres ne m'ont paru si charmantes. C'était comme si elle s'ouvrait, languissante, pour absorber en elle ces doux sons qui jaillissaient de l'instrument et que seulement l'écho secret de sa bouche résonna. Ah, si je pouvais te dire cela comme je le sentais. Je n'ai pu y tenir plus longtemps. J'ai baissé la tête et j'ai dit avec serment, jamais je ne me hasarderai à vous imprimer un baiser. Ô lèvres sur lesquelles voltigent les esprits du ciel. Et pourtant, je veux. Ah, tu vois, c'est comme une cloison devant mon âme, cette félicité, et puis sombrer afin d'expier ce péché. Péché ? 26 novembre. Quelquefois je me dis, ta destinée est unique. Tu peux estimer tous les autres heureux, jamais mortel ne fut tourmenté comme toi. Et puis je lis quelques anciens poètes, et c'est comme si je lisais dans mon propre cœur. J'ai tant à souffrir. Ah, y a-t-il eu avant moi des hommes aussi malheureux? 30 novembre. Non, jamais. Jamais je ne pourrai revenir à moi. Partout où je vais, je rencontre quelque apparition qui me met hors de moi-même. Aujourd'hui, ô destin, ô humanité, je vais sur les bords de l'eau à l'heure de midi. Je n'avais aucune envie de manger. Tout était désert, un vent d'ouest, froid et humide, soufflait de la montagne, et des nuages grisâtres couvraient la vallée. J'ai aperçu de loin un homme vêtu d'un mauvais habit vert, qui marchait courbé entre les rochers et paraissait chercher des herbes. Je me suis approché de lui, et le bruit que j'ai fait en arrivant l'ayant fait se Je me suis approché de lui, et le bruit que j'ai fait en arrivant l'ayant fait se retourner, j'ai vu une physionomie tout à fait intéressante, couverte d'une tristesse profonde, mais qui, par ailleurs, n'annonçait rien d'autre qu'une âme honnête. Ses cheveux étaient relevés en 2 boucles avec des épingles, et ceux de derrière formaient une tresse fort épaisse qui lui descendait sur le dos. Comme son habillement indiquait un homme de condition modeste, j'ai cru qu'il ne prendrait pas mal que je fisse attention à ce qu'il faisait, et en conséquence, je lui ai demandé ce qu'il cherchait. « Je cherche des fleurs, a-t-il répondu avec un profond soupir, et je n'en trouve point. »« Aussi n'est-ce pas la saison, lui ai-je dit en souriant. »« Il y a tant de fleurs, a-t-il répondu en descendant vers moi. Il y a dans mon jardin des roses et 2 espèces de chèvrefeuilles, dont l'une m'a été donnée par mon père. Elles poussent ordinairement aussi vite que la mauvaise herbe, et voilà déjà 2 jours que j'en cherche sans en pouvoir trouver. Et même ici dehors, il y a toujours des fleurs, des jaunes, des bleus, des rouges, et la centaurée aussi est une jolie petite fleur. Je n'en puis trouver aucune. » Remarquant quelque chose d'étrange, je pris un détour et lui demandai ce qu'il voulait faire de ces fleurs. Un sourire singulier et convulsif déforma les traits de sa figure. « Si vous voulez ne point me trahir, a-t-il dit en appuyant un doigt sur sa bouche, je vous dirai que j'ai promis un bouquet à ma belle. »« C'est fort bien. »« Ah, elle a bien d'autres choses, elle est riche. Et pourtant elle fait grand cas de votre bouquet. Oh, poursuivit-il, elle a des joyaux et une couronne. Comment l'appelez-vous donc ? Si les Provinces-Unies voulaient me payer, je serais un autre homme. Oui, il fut un temps où j'étais si content. Aujourd'hui, c'en est fait de moi. Je suis... » Un regard humide qui l'a lancé vers le ciel a tout exprimé. « Vous étiez donc heureux.
Ah, je voudrais bien l'être encore de même. J'étais content, gai et gaillard comme le poisson dans l'eau. Henri, a crié une vieille femme qui venait sur le chemin. Henri, où es-tu fourré? Nous t'avons cherché partout. Viens déjeuner. Est-ce là votre fils? Lui ai-je demandé en m'approchant d'elle. Oui, c'est mon pauvre fils, a-t-elle répondu. Dieu m'a donné une lourde croix. Combien y a-t-il qu'il est dans cet état? Il n'y a que 6 mois qu'il est ainsi tranquille. Grâce à Dieu, nous en sommes là. Auparavant, il a été dans une fureur qui a duré une année entière, et il était alors à la chaîne dans l'hospice des fous. À présent, il ne fait rien à personne, seulement il est toujours occupé de rois et d'empereurs. C'était un homme doux et tranquille, qui m'aidait à vivre, et qui avait une fort belle écriture. Tout d'un coup, il devint rêveur, tomba malade d'une fièvre chaude, de là dans le délire, et maintenant il est dans l'état où vous le voyez. S'il fallait raconter, monsieur... J'interrompis ce flux de paroles et lui demandai « Quel est ce temps dont il fait grand récit, et où il se trouvait si heureux et si content ?» Le pauvre insensé, m'a-t-elle dit avec un sourire de pitié, veut parler du temps où il était hors de lui. Il ne cesse d'en faire l'éloge. C'est le temps qu'il a passé à l'hôpital, et où il n'avait aucune connaissance de lui-même. Cela a fait sur moi l'effet d'un coup de tonnerre. Je lui ai mis une pièce d'argent dans la main, et je me suis éloigné d'elle à grands pas. « Où tu étais heureux !» me suis-je écrié en marchant précipitamment vers la ville. « Où tu étais content comme un poisson dans l'eau !» Dieu du ciel, as-tu donc ordonné la destinée des hommes de telle sorte qu'ils ne soient heureux qu'avant d'arriver à l'âge de la raison, ou après qu'ils l'ont perdue? Pauvre misérable, et pourtant je porte envie à ta folie, à ce désastre de tes sens dans lequel tu te consumes. Tu sors plein d'espérance pour cueillir des fleurs à ta reine, au milieu de l'hiver, et tu t'affliges de n'en point trouver, et tu ne conçois pas pourquoi tu n'en trouves pas. Et moi, je sors sans espérance, sans aucun but, et je rentre au logis comme j'en suis sorti. Tu te figures quel homme tu serais si les Provinces-Unies voulaient te payer. Heureuse créature qui peux attribuer la privation de ton bonheur à un obstacle terrestre. Tu ne sens pas que c'est dans le trouble de ton cœur, dans ton cerveau détraqué, que gît ta misère, dont tous les rois de la terre ne sauraient te délivrer. Puisse-t-il mourir dans le désespoir, celui qui se rit du malade, qui fait un voyage vers la plus distante des sources, qui augmentera sa maladie et rendra la fin de sa vie plus douloureuse. Celui qui méprise ce cœur oppressé, qui, pour se délivrer de ses remords, pour calmer son trouble et ses souffrances, fait un pèlerinage au Saint-Sépulcre. Chaque pas qu'il fait sur des routes non frayées et qui déchire ses pieds est une goutte de baume sur sa plaie, et à chaque jour de marche il se couche le cœur soulagé d'une partie du fardeau qui l'accable. Et vous osez appeler cela folie, vous autres bavards mollement assis sur des coussins? Folie? Ô Dieu, tu vois mes larmes. Fallait-il, après avoir formé l'homme si pauvre, lui donner des frères qui le pillent encore dans sa pauvreté, et lui dérobent ce peu de confiance qu'il a en toi, le tout-aimant? Car la confiance en une racine salutaire, dans les pleurs de la vigne, qu'est-ce, sinon la confiance en toi, qui a mis dans tout ce qui nous environne la guérison et le soulagement dont nous avons besoin à toute heure? Ô Père que je ne connais pas, Père qui remplissais autrefois toute mon âme, et qui a depuis détourné ta face de dessus moi, appelle-moi vers toi. Ne te tais pas plus longtemps, ton silence n'arrêtera pas mon âme assoiffée, et un homme, un père, pourrait-il s'irriter de voir son fils qu'il n'attendait pas, lui sauter au cou en s'écriant « Me voici revenu, mon père ! Ne te fâche pas si j'interromps un pèlerinage que, selon tes volontés, je devais supporter plus longtemps. Le monde est le même partout. Partout peine et travail, récompense et plaisir. Mais que me fait tout cela? Je ne me sens bien que là où tu te trouves. C'est en présence de toi que je veux souffrir et jouir. Et toi, Père céleste et miséricordieux, pourrais-tu repousser ton fils? 1er décembre. Wilhelm, cet homme dont je t'ai parlé, cet heureux infortuné, était commis chez le père de Charlotte, et une malheureuse passion qu'il conçut pour elle, qu'il nourrit en secret, qui lui découvrit enfin, et qui le fit renvoyer de sa place, l'a rendu fou. Sens, si tu peux, sens, par ces mots pleins de sécheresse, combien cette histoire me bouleversait, lorsque Albert me l'a contée, aussi froidement que tu la liras peut-être. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. J'ai bien aimé ce passage. En fait, je me répète constamment de live en live, hein, mais encore une fois, je suis assez bluffé de la justesse avec laquelle Goethe écrit la souffrance, le désespoir, j'ai envie de dire la dépression plus que le chagrin d'amour d'ailleurs,
parce qu'encore une fois, je trouve que c'est plus une crise existentielle que seulement un chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, c'est un peu la face apparente de l'iceberg, mais il y a un mal-être plus profond, je pense, chez Werther. Et encore une fois, je trouve ça hyper juste, hyper bien écrit. Le fait de se voir comme complètement abandonné, je trouve que c'est encore une fois quelque chose de tout à fait juste, de tout à fait bien vu. Alors attendez. Il y avait un truc qui m'avait marqué dans ce que je viens de lire, sur lequel j'aurais voulu revenir. Mince, je vais plus savoir retrouver, c'est ça? Mince. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. En tout cas, là, on est passé, je trouve, dans un cas de souffrance encore plus grave, encore plus haletant. On sent vraiment que d'une lettre à l'autre, pardon, il y a eu une saute d'humeur, quoi. D'une lettre à l'autre, il peut être totalement exalté, presque euphorique, parce que tout simplement Charlotte lui a dit mon cher Werther. Ou bien il peut être tout à fait atterré, complètement vaincu, complètement déprimé, taciturne, à partir dans des monologues sur la misérabilité de la vie entre guillemets. J'ai l'impression que ce qui est donc voilà déjà rien que ça dans la forme, je trouve que ça mime parfaitement l'état dans lequel on peut se trouver dans ce genre de phase. Donc cet état de up and down, de presque bipolarité entre guillemets, à passer de grandes joies à des grandes tristesses, à s'attacher à des petits mots aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc aussi du ressort de l'obsession là-dedans, quelque chose d'un peu obsessionnel à s'attacher aux mots et que le moindre mot puisse l'exalter ou au contraire l'atterrer. Je trouve que c'est très bien vu aussi. Des phases de joie qui sont presque erratiques dans le sens où ces lettres qui parlent de joie sont beaucoup plus courtes et avec des phrases très courtes aussi. Donc ça fait vraiment, ça fait vraiment exalter en cela qu'il est, qui se vide d'un trop plein de joie très rapidement et qu'il n'a pas la patience de se poser, d'écrire, etc. Il est pris par son flot. Alors que les moments où il va être complètement dépité, et ben ça va donner lieu à des lettres beaucoup plus longues, beaucoup plus lourdes. Enfin, dans la majorité des cas, c'est pas toujours le cas, hein, mais où il va décrire plus en amont plus en détail plutôt son malheur, où il va le justifier aussi. Enfin, il y a un truc aussi comme ça. Je trouve le sentiment d'abandon, je pense que c'est un sentiment très très fort dans ce genre de cas, si je peux dire. Et là, le sentiment d'abandon, on le sent bien parce qu'il va même jusqu'à parler de Dieu et à convoquer presque Dieu et à lui dire est-ce que tu abandonnerais un tel dans telle situation et ainsi de suite. Enfin, il y a un truc qui il se retranche, il se referme de plus en plus sur lui-même. Pourtant, il a encore une fois cette espèce de lucidité, à savoir que il est très triste et tout et que il fait n'importe quoi entre guillemets, avec des gros guillemets, et pourtant qu'il continue à s'accrocher. C'est-à-dire que lui-même, dans une lettre, il dit « Je sais que j'ai encore les forces de tenir ». Et ça, c'est un truc aussi, encore une fois, sur lequel je m'identifie beaucoup, mais bon, bref. Mais il a quand même ce truc de dire « Je suis complètement mal de tout ce qui se passe, mais je continue à... Enfin, je vais pas laisser tomber, je continue, j'ai encore assez de force pour encaisser la chose. » Il veut vivre presque le malheur à fond, entre guillemets, c'est... Il y a un truc comme ça où il s'enterre tout seul et il s'en rend peut-être pas forcément compte du coup. Mais c'est très étrange. C'est très étrange et à la fois... C'est très étrange et à la fois je trouve que c'est pour avoir vécu des périodes
voilà, très down, et connaître des gens qui en ont vécu également, bah, je trouve que c'est encore une fois très proche de ce qui peut arriver dans ces moments. Bien sûr, le sentiment du vide qui le consume aussi, du gros néant, etc. Encore une fois, c'est pour ça que je parle de crise existentielle plus que de chagrin d'amour, parce que ça englobe tout un pan beaucoup plus large sur les relations humaines, en fait, de manière globale. Par contre, le truc que j'ai trouvé intéressant et assez étonnant, c'est que lui-même puisse dire à un moment que lorsqu'il lit de la poésie, etc., il se rend compte qu'il y a eu des gens plus tristes que lui avant lui. Alors que j'aurais tendance à dire que souvent les gens dans cet état, justement, l'un de leurs aveuglements, entre guillemets, l'une des choses qui va faire qu'ils vont rester dans cet état, c'est l'impression d'être unique, mais d'être unique au mauvais sens du terme, si je puis dire, c'est-à-dire presque cette impression de sublimation de la solitude, quoi, de se dire, c'est fou, il n'y a jamais eu personne aussi triste que moi, quoi, il y a un truc un peu bizarre comme ça de ma souffrance est unique et aussi d'isolation, parce que voilà, ça isole, c'est justement, je pense que c'est un petit peu pour se donner de la consistance et se dire, bah j'ai des raisons de déprimer, puisque je suis seul à ressentir ce que je ressens et ainsi de suite. Mais ouais, là je trouve, en général, c'est une légitimisation, entre guillemets, peut-être que sur laquelle les gens cherchent à se maintenir quand on est dans cet état. De se dire ouais, je suis le seul à vivre cette grande souffrance et tout. Donc là je trouve ça étonnant que Werther soit capable de dire ouais, je me dis que c'est moi qui souffre le plus, mais quand je lis de la poésie je me dis que bien des hommes ont souffert bien davantage avant moi. Donc je trouve ça, pour le coup, c'est le seul endroit où je me suis dit tiens, je me reconnais pas des masses là-dedans, bien que malgré tout je me reconnaisse, parce que en fait le truc c'est que dans ces moments-là on passe très rapidement d'une je veux pas dire d'une personnalité à l'autre parce que c'est aller loin, mais en tout cas d'un champ du spectre très éloigné de l'un de l'autre, du spectre de sa personnalité. Et oui, justement, dans des moments peut-être de plus grande lucidité et de plus grand calme, où on est moins troublé, où on est moins triste, ouais, tu reviens à essayer de relativiser ton cas et te dire ouais mais non, c'est moi qui affabule, c'est moi qui exagère, entre guillemets, qui abuse. Il y a des gens qui vivent bien pire, etc. Et c'est peut-être encore une fois peut-être un moyen de trouver du réconfort, de se dire ah mais non, c'est bon, ça va pas être si terrible. En fait, presque de faire de l'auto-persuasion peut-être inconsciente comme ça. Enfin ouais, je sais pas, il y a... En fait, c'est terrible parce qu'au fur et à mesure de ma lecture, il y a plein de choses que je trouve hyper intéressantes et dont j'ai envie de vous parler. Et quand j'arrive à la pause, j'ai l'impression d'avoir le cerveau vide. Mais je pense aussi, si je dois être franc avec vous les amis, que c'est un peu à cause du confinement entre guillemets, dans le sens où bah, j'aurais dû avoir ma pause où je vois un petit peu des amis, de la famille, etc. Et que je l'ai pas eu cette semaine, ce qui fait que j'ai pas mal enchaîné les lives, ce qui fait que là j'ai l'impression d'avoir une fatigue psychique ou je sais pas, enfin bref, où en gros j'ai l'impression en tout cas depuis le live de lecture de mardi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de mal à être clair dans ce que je dis. Donc peut-être que je m'emmêle les pinceaux, peut-être que je suis pas très éloquent sur ces derniers lives, je suis désolé si c'est le cas. Mais en tout cas, je continue à trouver que Les souffrances du jeune Werther est un texte merveilleusement bien écrit et malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais qui voit très juste sur l'état de quelqu'un qui peut être très déprimé, etc. D'ailleurs, sans me comparer à lui, hein, parce que bon voilà, Goethe, c'est un illustre auteur, mais je sens quelques pointes, quelques accointances, quelques atomes crochus, entre guillemets, même dans les mots utilisés, dans les mots employés, et même dans le style, parce que Goethe a un style très poétique, je trouve. Je sens quelques rapprochements possibles entre ce que je vous lis ce soir et ce que je vous ai déjà lu lors de live précédents et que vous pouvez trouver sur mon Wattpad Planétéo, c'est-à-dire mes recueils de poèmes notamment, Pouce et Rejet.
Et ouais, c'est vrai que bah, ces recueils de poèmes traitent pas mal de dépression en grosse partie. Et ouais, j'ai reconnu un peu des thèmes que j'ai moi-même employés, etc. Enfin, il y a aussi quelque chose. En fait, c'est ça qui est marrant aussi avec Werther, c'est que il y a quelque chose de, comme je le disais tout à l'heure, de sublimer le mauvais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a un peu le caractère, la personnalité artiste, quoi. Il a un peu ce truc de je vis le pire truc, je suis au plus mal dans ma vie et ainsi de suite. Mais j'essaie d'en faire quelque chose de beau et j'essaie de garder la fureur d'aller au bout du truc. Euh, presque, j'ai envie de dire, presque de faire éclater le truc en plein vol, quoi. Presque de se, presque de se dire, bah, quitte à vivre ça, autant le vivre à fond, ce qui peut être aussi un peu dangereux. Et ouais, je pense que ça, c'est dû aussi à la personnalité peut-être artiste du jeune Werther. Ce truc de, ouais, de sublimer le malheur, de sublimer ça, de le mettre sur un, pas sur un piédestal, mais d'en faire une matière artistique, d'en faire une matière. Et puis, l'art et l'homme se confondent un petit peu, quoi. Il y a peut-être un truc aussi inconsciemment, comme ça, peut-être de. Je vais pas dire d'obligation, mais de se dire, c'est pas possible, je ne peux pas vivre un truc aussi horrible sans ne rien en faire, c'est trop illogique. Voilà, peut-être une envie aussi de inconsciente potentiellement, mais de toujours se rattacher aux logiques, de toujours se rattacher à quelque chose, je veux pas dire d'utile, mais ouais, de cet ordre-là, de cet ordre du logique. Et se dire, c'est pas possible, même inconsciemment, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est pas possible, je peux pas vivre un truc si horrible pour rien. Ça, en fait, c'est ça, ça serait trop dur psychologiquement d'admettre que ce que je vis est absurde et que je suis en train de vivre ça pour rien, entre guillemets. Donc c'est pour ça aussi, peut-être qu'il y a des justifications, des essais de magnifier la chose, de sublimer la chose. Peut-être tout ça aussi est accompagné d'un espèce de sentiment de l'imposteur presque, un sentiment de l'imposteur assez pervers puisque ce serait encore une fois dans cette dynamique de cercle vicieux, de spirale, comment on appelle ça déjà? De spirale, mince, je trouve plus le terme. C'est comme cercle vicieux, mais c'est avec spirale quelque chose, bref. Mais, ouais, peut-être une espèce de culpabilité, de regret, de remords constant, et de culpabilité très forte à se dire, et ça c'est un truc qui arrive très souvent quand on est dans cet état-là, à se punir soi-même d'aller mal, à souffrir encore plus parce qu'on est trop difficile envers soi-même, parce qu'on s'interdit d'aller mal et que du coup on se rajoute de la peine entre guillemets, on rend la chose encore plus dure entre guillemets. Et presque du coup, ouais, voilà, comme je le disais, un espèce de syndrome de l'imposteur inversé, parce que ça serait presque un truc du style avec la vie que j'ai. D'ailleurs, il le dit à un moment, Werther, il dit je possède tant de choses, etc., etc., et il y a que elle qui me fait mal. Un truc, voilà, de se dire avec tout ce que j'ai pas le droit d'être malheureux. Il y a un peu un truc comme ça, et je trouve que beaucoup de gens dans la dépression, de toute manière, dépression, c'est l'inverse de d'appréciation en quelque sorte. Enfin, c'est se déprécier, apprécier et déprécier. Donc se déprécier, c'est plutôt dépeindre c'est plutôt dépeindre un portrait négatif de soi un petit peu voilà, c'est un peu se descendre soi-même quoi. Donc ouais, ça va tout à fait avec ce que je disais. Il y a peut-être un truc comme ça de se mettre martel en tête, de se flageller entre guillemets et de se flageller en se disant putain mais en plus je suis triste alors qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus terribles. Moi j'ai tout, presque, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais presque, je mérite pas cette douleur dans le sens, je devrais pas être aussi triste et ça serait vu comme scandaleux par plein de gens que je sois triste. Enfin, ouais, donc encore une fois de l'autoflagellation quoi.
Il y a un peu un sentiment comme ça, je pense. Chez Werther, pas chez Goethe. Chez Werther. Mais ouais. Ce sont des sentiments très difficiles. Très très difficiles avec lesquels jongler, avec lesquels vivre quand on est dans ce genre de processus. Et bon, je vais pas encore répéter des dizaines et des dizaines de messages sur, on va dire, comment dire, bah, des messages d'avertissement sur attention, ce texte peut être difficile à lire, il peut vous mettre un peu mal si vous êtes déjà un peu déprimé, ainsi de suite. Mais putain, j'ai du mal à faire des phrases, c'est un truc de fou. Je suis vraiment en galère ce soir, c'est terrible. Mais ouais, il y a un peu enfin, tout ce que j'aurais à vous dire, voilà. Tout ce que j'aurais à vous dire par rapport vraiment à ceux dont je viens de parler, c'est que vraiment, c'est pas votre faute. Et je sais que il y a un truc, moi, qui m'a fait souvent pleurer, parce que je pense que je me mettais la pression là-dessus de ouf. Il y a plusieurs choses qui me font extrêmement pleurer. Enfin, il y a des choses qui sont liées à ça qui m'ont fait pleurer et de manière très précise. Je ne saurais pas vous expliquer, mais bon, déjà dans la série Kidding avec Jim Carrey, il y a eu pas mal de choses comme ça. Mais par exemple, dans une chanson de Alkaline Trio qui se nomme 97, à un moment sur le pont, il répète non-stop je ne mérite pas ça. Et il le répète en partant de très très bas, très grave, et de plus en plus hurler à s'en déchirer les cordes vocales comme si vraiment c'était une injustice. Et moi, personnellement, encore une fois c'est personnel, mais vu que je... Comment dire? Encore une fois c'est personnel, mais vu que que je m'identifie beaucoup à Werther, peut-être que ça peut donner des pistes aussi sur ma lecture de Werther personnelle, quoi, voilà, et vous faire comprendre pourquoi je pense tout ça. Je pense que il y a quelque chose de très lié à l'illogisme, à l'injustice. J'ai l'impression que moi, tout ce qui m'a fait toujours très mal dans la vie, c'est ce que j'ai trouvé injuste. Et donc, d'entendre Matt Skiba, le chanteur-guitariste, chanter I don't deserve this. I don't deserve this. Et de gueuler de plus en plus que je ne mérite pas ça. Ça m'a fait pleurer de ouf. Et un autre truc vraiment dans le même bail, c'est le film Will Hunting avec, je sais jamais si c'est Robbie ou Robin, excusez-moi, mais l'acteur Robbie ou Robin Williams, je sais jamais, excusez-moi. Et puis Matt Damon, Ben Affleck, etc., etc. Il y a un moment où Robbie ou Robin Williams dit à Matt Damon, c'est pas ta faute. Et il commence à chialer. Et il le spam en fait. Il arrête pas de lui répéter droit dans les yeux. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Et l'autre au début il réagit hyper énervé en mode de quoi c'est pas ma faute, qu'est-ce qu'il y a, arrête tes conneries, machin, machin, machin. Et après ils commencent à chialer, ils se prennent dans leurs bras et ainsi de suite. Et ce truc là ça m'a fait chialer mais un truc de fou. Enfin ouais, je pense que beaucoup de gens se mettent une pression monumentale, s'ajoutent une pression monumentale et s'auto-flagellent et se punissent d'aller mal. C'est-à-dire que déjà ils vont mal et en plus ils se punissent d'aller mal. Donc ça les met encore plus au fond, quoi. Et bah, si vous êtes dans cet état-là et si peut-être vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, déjà je suis désolé pour vous que vous viviez ce sentiment. Et encore une fois, je me répète, mais je préfère me répéter parce que je trouve que c'est des sujets importants. C'est pas votre faute. Et il y a des gens que vous ne connaissez pas, coucou c'est moi, un inconnu sur internet, qui pense à vous, et qui vous souhaite bon courage, et qui vous souhaite de tenir, et qui vous souhaite de bien aller, de mieux aller. Et ouais, si je pouvais entre guillemets conseiller, même si encore une fois sur ces sujets-là c'est dur de conseiller comme ça, mais comme dit la chanson de The Interrupters, be easy on yourself, because nobody has been easy on you. Donc soyez indulgents envers vous-même, parce que personne ne sera indulgent avec vous. Enfin, personne n'a été indulgent avec vous, mais bon, bref. Vous comprenez l'idée. Grosso modo, encore une fois, le même refrain que j'avais pu sortir la dernière fois, mais qui, je pense, est une vérité. On peut être son pire ennemi, on peut clairement être son pire ennemi, et je pense qu'on est son pire ennemi,
mais on peut aussi être son meilleur allié. Donc, force à votre meilleur allié intérieur pour détruire votre pire ennemi intérieur. Voilà voilou. Bref, décidément cette lecture me fait aller constamment dans des longs monologues où je parle de sujets pas très très joyeux, mais bon, c'est le sujet de l'œuvre, et je trouve l'œuvre vraiment cool. J'espère que ça vous met pas dans un mauvais mood, c'est vraiment la chose que j'espère pas. Et j'espère que voir peut-être ça vous fait du bien de parler de tout ça, ou que du moins vous trouvez ça intéressant, mais ouais, moi c'est des sujets qui me tiennent à cœur, j'avoue. Et du coup, mais qui sont très difficiles à discuter encore une fois. Et du coup, bienvenue sur le live Mathieu, bonsoir à toi, comment tu vas? Moi ça va plutôt bien, ouais. Bon là je suis un peu, voilà, le mood de ce soir est plutôt triste, mais ouais, en vrai ça va. Finalement, dans son malheur, il a de la chance de pouvoir partager son ressenti avec quelqu'un par ses lettres. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair, et je sais pas forcément s'il s'en rend compte, mais c'est clair que dans... Après, là, c'est peut-être pour simplement du procédé littéraire. Quoique, il aurait pu faire un journal de bord, plutôt que faire des lettres. Mais c'est vrai que, ouais. En soi, très souvent, on a un sentiment d'isolation, de solitude très important. Et c'est très compliqué de prendre contact avec quelqu'un pour en parler. Là, c'est vrai que quelque part, il a la chance de constamment être avec Wilhelm, et d'ailleurs, on voit une fois de temps en temps, très souvent quand sa lettre commence par Wilhelm, il y a derrière des trucs du style « je te remercie » ou voilà, et on sent que même si il rejette beaucoup Wilhelm en mode oui, ça change rien ce que tu me dis, etc., etc., on sent quand même que voilà, c'est une épaule, c'est un soutien. Et en fait, très très souvent, encore une fois, je trouve que très très souvent, là, ça serait plus un message que j'adresserais aux gens qui connaissent des gens qui vont pas bien. Très souvent, je pense que les gens qui ne vont pas bien n'ont pas besoin de solutions toutes faites. Ils n'ont pas besoin que vous leur disiez mais fais ceci, mais fais cela, c'est facile, et ainsi de suite. Parce que non, pour eux, c'est pas facile. Pour eux, ils vont pas bien, donc c'est pas facile. Donc je pense pas que déjà il faille être vindicatif comme ça à dire mais c'est facile, arrête, nanana. Considérez que leur souffrance est réelle parce que c'est le cas. Acceptez-le et voilà, dites-vous que voilà, si vous connaissez des gens qui souffrent, je pense que le mieux que vous puissiez faire pour eux, c'est même pas forcément les conseiller ou quoi que ce soit, mais c'est juste être là. Peu importe pourquoi, peu importe si c'est pour les écouter, si c'est pour se changer les idées avec lui, si c'est ou avec elle pour personne, voilà. Si c'est, je sais pas moi, parler, essayer de trouver des solutions et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pense que beaucoup de gens qui vont mal, tout ce qu'ils attendent entre guillemets, c'est des gens qui soient là. Alors après, si on vous demande de le laisser seul, etc., etc., bon voilà, ça c'est après c'est à vous, chaque cas est différent, c'est du cas par cas et ainsi de suite. Je vous laisse les clés de ça et c'est votre réflexion, c'est votre personnalité, c'est vos choix bien sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression, avec ma petite expérience, et je suis personne encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est aussi, je vais pas dire du devoir, parce que voilà, c'est pas un devoir, mais c'est aussi quelque chose de bien à faire, entre guillemets, quand tu connais quelqu'un qui va mal, juste de lui montrer que s'il en a besoin, s'il en a envie, t'es là. Ça veut pas dire que tu vas lui apporter la solution, que t'es un miracle, que t'es un médicament, que t'es son médecin, que t'es quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'il est pas tout seul, et ça veut dire beaucoup déjà. Même si ça restera qu'inconscient, même si peut-être qu'il fera pas appel à vous, etc., etc., mais je pense que ça peut déjà être un réconfort et un truc qui travaille en tâche de fond dans le cerveau de celui qui va pas bien, sans même qu'il se rende compte, ça peut être un petit soulagement. Enfin bref, encore une fois, je dis des choses comme ça, j'en sais rien, mais je suis pas professionnel, je suis pas médecin, je suis pas quoi que ce soit, mais j'ai vécu ce genre d'expérience, je connais pas mal de gens qui ont vécu ce genre d'expérience, je dis ce qui me vient à l'esprit, et j'espère pouvoir apporter ma toute petite pierre à l'édifice, mais bon, je suis pas spécialiste de ces sujets. Bref, trêve de bavardage parce que j'ai encore discuté v'là longtemps. On va pouvoir passer à la deuxième et dernière partie de lecture de ce soir, les amis.
Je suis reparti pour 12 pages, je crois, voire 11 même, donc pas beaucoup. Et puis mardi, on terminera la lecture. Mais je vous le rappelle, là, la coupe que je vais faire en fin de live, c'est une coupe tout à fait arbitraire et en plein milieu d'une lettre en plus. Mais voilà, c'est là que je pense faire la coupe la plus smooth et la plus logique avec la suite pour pouvoir rattacher facilement l'épisode de ce soir à l'épisode de mardi. Bref. Je te souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes, bonne écoute Mathieu Mériot, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live. 4 décembre. Je te supplie. Vois-tu, c'est fait de moi. Je ne saurais supporter tout cela plus longtemps. Aujourd'hui, j'étais assis près d'elle. J'étais assis. Elle jouait différents airs sur son clavecin, avec toute l'expression, tout. Que veux-tu? Sa petite sœur habillait sa poupée sur mon genou. Les larmes me sont venues aux yeux. J'ai baissé la tête et j'ai aperçu son alliance. Mes larmes coulaient. Et tout à coup, elle a passé à cet air ancien dont la douceur a quelque chose de céleste, et aussitôt j'ai senti entrer dans mon âme un sentiment de consolation, et revivre le souvenir de tout le passé, du temps où j'entendais cet air, du sombre intervalle rempli de dépit, des espérances trompées, et puis j'allais et venais par la chambre, mon cœur suffoqué. Au nom de Dieu, lui ai-je dit avec l'expression la plus vive, au nom de Dieu, finissez. Elle a cessé et m'a regardé attentivement. Werther, m'a-t-elle dit avec un sourire qui me perçait l'âme. Werther, vous êtes bien malade, vos mets favoris vous répugnent. Partez, de grâce, calmez-vous. Je me suis arraché d'auprès d'elle, et, Dieu, tu vois mes souffrances. Tu y mettras fin. 6 décembre. Comme cette image me poursuit. Que je veille ou que je rêve, elle remplit seule mon âme. Ici, quand je ferme à demi les paupières, ici dans mon front, à l'endroit où se concentre la force visuelle, je trouve ses yeux noirs. Ici, je ne saurais te l'exprimer. Lorsque je ferme mes yeux, ils sont là, comme une mer, comme un abîme, ils reposent devant moi, en moi-même, ils remplissent l'essence de mon front. Qu'est-ce que l'homme, ce demi-dieu si vanté? Les forces ne lui manquent-elles pas précisément à l'heure où elles lui seraient le plus nécessaires? Et lorsqu'il prend l'essor dans la joie, ou qu'il sombre dans la douleur, n'est-il pas retenu même dans ses mouvements et ramené à la conscience émoussée et froide quand il espérait se perdre dans l'infini? L'éditeur au lecteur. Combien je désirerais qu'il nous restât sur les derniers jours de notre ami assez de renseignements écrits de sa propre main, pour que je ne fusse pas obligé d'interrompre par des récits la suite des lettres qu'il nous a laissées. Je me suis attaché à recueillir les détails les plus exacts de la bouche de ceux qui pouvaient être le mieux informés de son histoire. Elle est simple, et mis à part quelques menus détails, toutes les relations s'accordent entre elles. Je n'ai trouvé les opinions partagées que sur la manière de juger les caractères et les sentiments des personnes qui ont joué ici quelques rôles. Il ne nous reste donc qu'à raconter fidèlement tout ce que ces recherches multipliées nous ont appris, en faisant entrer dans ce récit les lettres qui nous sont restées de celui qui n'est plus, sans dédaigner le plus petit papier conservé, d'autant plus qu'il est si difficile de connaître la vraie cause, les véritables ressorts de l'action même la plus simple, lorsqu'elle provient de personnes qui sortent de la ligne commune. Le découragement et le déplaisir avaient jeté des racines de plus en plus profondes dans l'âme de Werther, et peu à peu s'était emparé de tout son être. L'harmonie de son intelligence était entièrement détruite. Un feu interne et violent, qui minait toutes ses facultés les unes par les autres, produisit les plus funestes effets, et finit par ne lui laisser qu'un accablement plus pénible encore à soutenir que tous les maux contre lesquels il avait lutté jusqu'alors. Les angoisses de son cœur consumèrent les dernières forces de son esprit, sa vivacité, sa sagacité. Il ne portait plus qu'une morne tristesse dans la société, de jour en jour plus malheureux, et toujours plus injuste à mesure qu'il devenait plus malheureux. C'est du moins ce que disent les amis d'Albert. Ils soutiennent que Werther était incapable d'apprécier un homme droit et paisible, qui, jouissant d'un bonheur longtemps désiré, n'avait d'autre but que de s'assurer ce bonheur pour l'avenir. Lui qui, jour après jour, dissipait pour ainsi dire ses richesses, et ne gardait pour le soir que souffrance et privation. Albert, disent-ils, n'avait point changé en si peu de temps. Il était toujours le même homme que Werther avait tant loué, tant estimé au commencement de leur connaissance.
Il chérissait Charlotte par-dessus tout. Il était fier d'elle. Il désirait que chacun la reconnût pour l'être le plus parfait. Pouvait-on le blâmer de chercher à détourner jusqu'à l'apparence du soupçon? Pouvait-on le blâmer s'il se refusait à partager avec qui que ce fût un bien si précieux, même de la manière la plus innocente? Ils avouent que, lorsque Werther venait chez sa femme, Albert quittait souvent la pièce. Mais ce n'était ni haine ni aversion pour son ami. C'était seulement parce qu'il avait senti que Werther était gêné en sa présence. Le père de Charlotte fut attaqué d'un mal qui le retint dans sa chambre. Il envoya sa voiture à sa fille, elle se rendit auprès de lui. C'était par un beau jour d'hiver. La première neige était tombée en abondance et la terre en était couverte. Werther alla rejoindre Charlotte le lendemain matin, pour la ramener chez elle si Albert ne venait pas la chercher. Le beau temps fit peu d'effet sur son humeur sombre. Un poids énorme oppressait son âme, de lugubres images le poursuivaient, et son cœur ne connaissait plus d'autre mouvement que de passer d'une idée pénible à une autre. Comme il vivait toujours mécontent de lui-même, l'état de ses amis lui semblait aussi plus agité et plus critique. Il crut avoir troublé la bonne intelligence entre Albert et sa femme. Il s'en fit des reproches auxquels se mêlait un ressentiment secret contre l'époux. En chemin, ses pensées tombèrent sur ce sujet. Oui, se disait-il avec une sorte de fureur, voilà donc cette union intime, si entière, si dévouée, ce vif intérêt, cette fidélité si constante, si inébranlable. Rassasié, voilà ce qu'il est, et indifférent. N'est-il pas davantage attiré par la plus médiocre des affaires que par cette femme adorable et délicieuse? Sait-il apprécier son bonheur? Sait-il estimer au juste ce qu'elle vaut? Il la possède, certes, il la possède. Je sais cela comme je sais autre chose. Je croyais être fait à cette idée. Elle excite encore ma rage, elle m'assassinera. Et l'amitié qu'il me porte, a-t-elle résisté? Ne voit-il pas déjà une atteinte à ses droits dans mon attachement pour Charlotte, et dans mes attentions un secret reproche? Je m'en aperçois, je le sens. Il me voit avec déplaisir, il souhaite que je m'éloigne. Ma présence lui pèse. Quelquefois il ralentissait sa marche précipitée, quelquefois il s'arrêtait, et semblait vouloir retourner sur ses pas. Il continuait cependant son chemin, toujours livré à ses idées, à ses conversations solitaires, et il arriva enfin, presque malgré lui, à la maison de chasse. Il entra et demanda le bailli et Charlotte. Il trouva tout le monde dans l'agitation. L'aîné des fils lui dit qu'il venait d'arriver un malheur à Walheim, qu'un paysan venait d'être assassiné. Cela ne fit pas sur lui une grande impression. Il se rendit au salon et trouva Charlotte occupée à dissuader le bailli, qui, en dépit de sa maladie, voulait aller sur les lieux faire une enquête sur le crime. Le meurtrier était encore inconnu. On avait trouvé le cadavre le matin devant la porte de la ferme où cet homme habitait. On avait des soupçons. Le mort était domestique chez une veuve qui, peu de temps auparavant, en avait eu un autre à son service, qui avait été renvoyé à grand bruit. À ces détails, il se leva précipitamment. « Est-il possible » s'écria-t-il. « Il faut que j'y aille. Je ne puis rester un seul instant. » Il courut à Walheim. Bien des souvenirs se retraçaient vivement à son esprit. Il ne douta pas une minute que celui qui avait commis le crime ne fût le jeune homme auquel il avait parlé parfois, et qui lui était devenu si cher. En passant sous les tilleuls pour se rendre à l'auberge où l'on avait déposé le cadavre, Werther fut effrayé à la vue de ce lieu jadis si chéri. Ce seuil où les enfants avaient si souvent joué était souillé de sang. L'amour et la fidélité, les plus beaux sentiments de l'homme, avaient dégénéré en violence et en meurtre. Les grands arbres étaient sans feuillage et couverts du frimas. La haie vive qui recouvrait le petit mur du cimetière et se voûtait au-dessus avait perdu son feuillage, et les pierres des tombeaux se laissaient voir, couvertes de neige, à travers les interstices. Comme il approchait de l'auberge devant laquelle le village entier était rassemblé, il s'éleva tout à coup une grande rumeur. On vit de loin une troupe d'hommes armés, et chacun s'écria que l'on amenait le meurtrier. Werther jeta les yeux sur lui, et il n'eut plus aucune incertitude. Oui, c'était bien ce valet de ferme qui aimait tant cette veuve, et que peu de jours auparavant, il avait rencontré livré à une sombre tristesse, à un secret désespoir. « Qu'as-tu fait, malheureux » s'écria Werther en s'avançant vers le prisonnier. Celui-ci le regarda tranquillement, se tut, et répondit enfin froidement « Personne ne l'aura, elle n'aura personne. » On le conduisit à l'auberge, et Werther s'éloigna précipitamment. Tout son être était bouleversé par l'émotion effrayante et violente qu'il venait d'éprouver. En un instant, il fut arraché à sa mélancolie, à son découragement, à sa sombre apathie. L'intérêt le plus irrésistible pour ce jeune homme, un indicible désir de le sauver, s'emparèrent de lui. Il le sentait si malheureux, il le trouvait même si peu coupable malgré son crime.
Il entrait si profondément dans sa situation qu'il croyait que certainement il amènerait tous les autres à cette opinion. Déjà il brûlait de parler en sa faveur, déjà le discours le plus animé se pressait sur ses lèvres, il courait en hâte à la maison de chasse et répétait à demi-voix en chemin tout ce qu'il exposerait au bailli. Lorsqu'il entra dans la salle, il aperçut Albert, et il en fut d'abord contrarié. Mais il se remit bientôt, et avec beaucoup de feu, il présenta son opinion au bailli. Celui-ci secoua la tête à plusieurs reprises, et quoique Werther mit dans son discours toute la chaleur de la conviction et toute la vivacité, toute l'énergie qu'un homme peut apporter à la défense d'un de ses semblables, cependant, comme on le croira sans peine, le bailli n'en fut point ébranlé. Il ne laissa même pas finir notre ami, il le réfuta vivement, et le blâma de prendre un meurtrier sous sa protection. Il lui fit sentir que de cette manière, les lois seraient annulées, et que la sûreté publique serait anéantie. Il ajouta que d'ailleurs, dans une affaire aussi grave, il ne pouvait rien faire sans se charger de la plus grande responsabilité, et qu'il fallait que tout se fît dans les règles et les formes reçues. Werther ne se rendit pas encore, mais il se borna alors à demander que le bailli fermât les yeux, si l'on pouvait faciliter l'évasion du jeune homme. Le bailli lui refusa aussi cela. Albert, qui prit enfin part à la conversation, exprima la même opinion que son beau-père. Werther fut réduit au silence. Il s'en alla navré de douleur après que le bailli lui eut encore répété plusieurs fois « Non, rien ne peut le sauver ». Nous voyons combien il fut frappé de ces paroles dans un petit billet que l'on trouva parmi ses papiers, et qui fut certainement écrit ce jour-là. « Rien ne peut te sauver, malheureux. Je le vois bien. Rien ne peut nous sauver. » Ce qu'avait dit Albert en présence du bailli sur l'affaire du prisonnier avait singulièrement déplu à Werther. Il avait cru percevoir dans les paroles d'Albert un peu d'agacement à son égard, et quoique, après y avoir plus mûrement réfléchi, il comprit bien que ces deux hommes pouvaient avoir raison, il sentait cependant qu'il devait renoncer à ce qu'il y avait de plus profond dans son être pour pouvoir en convenir, et le leur concéder. Nous trouvons dans ces papiers une note qui a trait à cet événement, et qui exprime peut-être ses vrais sentiments pour Albert. À quoi sert de me dire et de me répéter? Il est honnête et bon, mais cela me déchire jusqu'au fond de mes entrailles. Je ne puis être juste. La soirée étant douce et le temps disposé au dégel, Charlotte et Albert s'en retournèrent à pied. En chemin, Charlotte se retournait de temps à autre, comme si la société de Werther lui eût manqué. Albert se mit à parler de lui. Il le blâma, tout en lui rendant justice. Il en vint à sa malheureuse passion, et souhaita qu'il fût possible de l'éloigner. « Je le souhaite aussi pour nous, dit-il, et, je t'en prie, tâche de donner une autre direction à ses relations avec toi, et de rendre plus rares ces visites si multipliées. Les gens commencent à le remarquer, et je sais qu'on en a déjà parlé. » Charlotte ne dit rien. Albert parut avoir senti ce silence. Au moins depuis ce temps il ne parla plus de Werther devant elle, et, si elle en parlait, il laissait tomber la conversation ou changeait de sujet. La vaine tentative que Werther avait faite pour sauver le malheureux paysan était comme le dernier éclat de la flamme d'une lumière qui s'éteint. Il n'en retomba que plus fort dans la douleur et l'inactivité. Il eut une sorte de désespoir quand il apprit qu'on l'appellerait peut-être en témoignage contre le coupable, qui maintenant avait recours aux dénégations. Tout ce qui lui était arrivé de désagréable dans sa vie active, ses chagrins auprès de l'ambassadeur, tous ses projets manqués, tout ce qui l'avait jamais blessé, lui revenait et l'agitait encore. Il se trouvait par tout cela même comme autorisé à l'inactivité. Il se voyait privé de toute perspective, et incapable de saisir une de ces prises qui nous permettent de nous rendre maîtres des choses de la vie commune. C'est ainsi que, livré entièrement à ses sentiments, ses pensées extraordinaires et à sa passion sans fin, plongé dans l'éternelle uniformité de ses douloureuses relations avec l'être aimable et adoré dont il troublait le repos, détruisant ses forces sans but, et s'usant sans espérance, il s'approchait progressivement d'une triste fin. Quelques lettres qu'il a laissées et que nous insérons ici sont les témoignages les plus éloquents de son désarroi, de sa passion, de son agitation perpétuelle, de sa lassitude de vivre. 12 décembre. Cher Wilhelm, je suis dans l'état où devaient être ces malheureux qu'on croyait possédés d'un mauvais esprit. Parfois cela me prend. Ce n'est pas angoisse, ce n'est point désir. C'est une rage intérieure, inconnue, qui menace de déchirer mon sein, qui me serre la gorge. Malheur, malheur, et j'erre alors au milieu des effroyables scènes nocturnes de cette saison hostile aux hommes. Hier soir, il me fallut sortir. Le dégel était survenu subitement. J'avais entendu dire que la rivière était débordée, tous les ruisseaux gonflés et, en dessous de Walheim, ma chère vallée inondée.
J'ai couru après 11 heures. C'était un terrible spectacle. Voir de la cime d'un roc à la clarté de la lune, les torrents rouler sur les champs, les prés, les haies inonder tout, le vallon bouleversé et à sa place, une mer rouleuse livrée aux sifflements aigus du vent. Et lorsque la lune reparaissait et reposait sur la nuée obscure, et qu'un reflet superbe et terrible me montrait de nouveau les flots roulants et résonnant à mes pieds, alors il me prenait un frissonnement, et puis un désir. Ah! Les bras étendus, j'étais là devant l'abîme et je brûlais de m'y jeter. De m'y jeter! Je me perdais dans l'idée délicieuse d'y précipiter mes tourments, mes souffrances, de déferler et de mugir comme les vagues. Oh! Et tu n'eus pas la force de lever le pied et de finir tous tes mots. Mon sablier n'est pas encore à sa fin, je le sens. Oh mon ami, combien volontiers j'aurais donné mon existence d'homme pour, avec la bourrasque, déchirer les nuées, soulever les flots. Serait-il possible que ces délices ne devinssent jamais le partage de celui qui languit aujourd'hui dans sa prison? Et quel fut mon chagrin, en abaissant mes regards sur un endroit où je m'étais reposé avec Charlotte, sous un sol, après nous être promenés à la chaleur. Cette petite place était aussi inondée, et à peine je reconnus le sol. Wilhelm! Et ces prairies, pensai-je, et les environs de la maison de chasse, comme le torrent doit avoir arraché et détruit notre tonnelle. Et le rayon doré du passé brilla dans mon âme, de même que vient au prisonnier un rêve de troupeau, de prairies, d'honneur. Je restai debout. Je ne m'en veux pas, car j'ai le courage de mourir. J'aurais... Et me voilà, comme la vieille qui demande son bois aux haies et son pain aux portes, pour soutenir et prolonger d'un instant sa triste et défaillante existence. 14 décembre. Qu'est-ce, mon ami? Je suis effrayé de moi-même. L'amour que j'ai pour elle n'est-il pas l'amour le plus saint, le plus pur, le plus fraternel? Ai-je jamais senti dans mon âme un désir coupable? Je ne veux point jurer. Et maintenant des rêves, oh, que cela avait raison qui attribuait des effets si contradictoires à des forces étrangères. Cette nuit, je tremble de le dire, je la tenais dans mes bras étroitement serrés contre mon sein, et je couvrais sa bouche balbutiante d'amour d'un million de baisers. Mon œil nageait dans l'ivresse du sien. Dieu, serait-ce un crime que le bonheur que je goûte encore à me rappeler intimement tous ces ardents plaisirs? Charlotte, Charlotte, il s'en est fait de moi, mes sens se troublent. Depuis 8 jours je ne pense plus. Mes yeux sont remplis de larmes. Je ne suis bien nulle part et je suis bien partout. Je ne souhaite rien, ne désire rien. Il vaudrait mieux que je partisse. En ce temps-là et dans ces circonstances, la décision de quitter le monde avait acquis une force de plus en plus grande dans l'âme de Werther. Depuis son retour auprès de Charlotte, ça avait toujours été sa dernière perspective et espérance. Mais il s'était cependant promis de ne point s'y porter avec violence et précipitation, et de ne faire ce pas qu'avec la plus grande conviction et le plus grand calme. Son incertitude, ses combats avec lui-même, paraissent dans quelques lignes qui constituent sans doute le début d'une lettre destinée à Wilhelm, et que l'on a retrouvée, dépourvue de date, parmi ses papiers. Sa présence, sa destinée, l'intérêt qu'elle prend à mon sort, rachètent encore les dernières larmes de mon cerveau calciné. Lever le rideau et passer derrière, voilà tout. Pourquoi frémir? Pourquoi hésiter? Est-ce parce qu'on ignore ce qu'il y a derrière? Parce qu'on n'en revient point? Et que c'est le propre de notre esprit de supposer que tout est confusion et ténèbres, là où nous ne savons pas d'une manière certaine ce qu'il y a? Il s'habitua de plus en plus à ces tristes idées, et chaque jour elles lui devinrent plus familières. Son projet fut arrêté enfin irrévocablement. On en trouve la preuve dans cette lettre à double entente qu'il écrivit à son ami. 20 décembre. Cher Wilhelm, je rends grâces à ton amitié d'avoir si bien compris ce que je voulais dire. Oui, tu as raison. Il vaudrait mieux pour moi que je partisse. La proposition que tu me fais de retourner vers vous n'est pas tout à fait de mon goût. Au moins je voudrais faire un détour, surtout au moment où nous pouvons espérer une gelée soutenue et de beaux chemins. Je suis aussi très content de ton dessein de venir me chercher. Accorde-moi seulement 15 jours, et attends encore une lettre de moi qui te donne des nouvelles ultérieures. Il ne faut pas cueillir le fruit avant qu'il soit mûr, et 15 jours de plus ou de moins font beaucoup. Tu diras à ma mère qu'elle prie pour son fils, et que je lui demande pardon de tous les chagrins que je lui ai causés. C'était mon destin d'attrister ceux dont j'aurais dû faire la joie. Adieu, mon cher ami. Que le ciel répande sur toi toutes ses bénédictions. Adieu. Nous ne chercherons
Nous ne chercherons pas à rendre ce qui se passait à cette époque dans l'âme de Charlotte, et ce qu'elle éprouvait à l'égard de son mari et de son malheureux ami, quoique en nous-mêmes, nous nous en fassions bien une idée, d'après la connaissance de son caractère, et que toute femme douée d'une belle âme puisse se représenter la sienne et sentir ce qu'elle ressentait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle était très décidée à tout faire pour éloigner Werther. Si elle temporisait, son hésitation provenait de compassion et d'amitié. Elle savait combien cet effort coûterait à Werther, elle savait qu'il lui serait presque impossible. Cependant, elle se vit bientôt forcée de prendre une décision ferme. Albert continuait à garder sur ce sujet le même silence qu'elle avait elle-même gardé, et il lui importait d'autant plus de prouver par ses actions combien ses sentiments étaient dignes de ceux de son mari. Le jour où Werther écrivit à son ami la lettre que nous venons de rapporter, c'était le dimanche avant Noël. Il se rendit le soir chez Charlotte et la trouva seule. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir, les amis. Je m'arrête en plein milieu d'une lettre, enfin en tout cas en plein milieu d'une narration. Il n'y a pas de découpe vraiment claire à ce moment-là du texte. C'est moi qui décide de faire arbitrairement cette découpe, mais je pense que c'est le meilleur endroit pour raccrocher avec l'épisode numéro 5, l'épisode qu'on fera mardi à 21h. Donc je m'arrête là pour la lecture de ce soir. Ce qui veut dire que nous passons à l'outro. Oh là là, c'est triste, c'est si triste et si lourd encore une fois. Ça va encore plus loin là. On a vraiment passé un cap, on a vraiment passé une nouvelle étape. Bon, déjà je vais parler purement du texte en lui-même et de son format, parce que on est passé depuis le début de l'œuvre à un roman épistolaire où tout simplement nous sont rapportées les lettres du jeune Werther à son ami Wilhelm. Là maintenant on a changé, l'éditeur est entré dans l'histoire entre guillemets, l'éditeur est entré dans l'histoire en tant que narrateur quelque part, ce qui nous fait du coup une narration externe, parce que jusqu'à présent on se comportait comme si on était Werther lui-même, enfin comment dire, on pouvait avoir l'impression d'être dans la tête de Werther, alors que là voilà on sort un petit peu de ce cadre-là. Je ne saurais pas expliquer précisément pourquoi à ce moment-là. Je saurais pas pourquoi dire exactement en quoi Goethe a décidé, ok, à ce moment-là, faut qu'on sorte de la tête de Werther. Peut-être justement que c'était tellement triste qu'il voulait apporter une dissociation entre le lecteur et le narrateur interne, et donc mettre un narrateur externe. Peut-être qu'il voulait mettre à distance, entre guillemets, l'empathie que pouvait avoir le lecteur pour Werther, parce que peut-être justement que Goethe s'est dit que c'était trop intime et trop triste, et que ça allait littéralement déprimer tous ses lecteurs, je sais pas. Peut-être que c'est ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, parce que ça a quelque chose de très moderne. J'ai remarqué quelque chose, notamment lors des lives de lecture en votre compagnie depuis toutes ces années. Très souvent, les œuvres que je trouve vraiment bonnes, je les trouve aussi très modernes. Et je pense que c'est tout simplement parce que elles ont quelque chose d'universel qui a marqué les esprits et qui a façonné aussi les modes des années suivantes. Et là, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça me fait penser à une manière de faire des films ou des épisodes de séries et ainsi de suite. En fait, ça me fait penser à quelque chose de très très vidéo entre guillemets, ouais, je sais pas comment dire, mais qui pourrait être très filmographique filmique entre guillemets. C'est, vous savez, ces espèces d'épisodes où déjà ça existe beaucoup des films ou des séries avec quelqu'un qui tapote sur sa machine à écrire l'histoire, etc., etc. Et où on lit des lettres et ainsi de suite. Et là où d'un seul coup un narrateur, donc une sorte de voix off, prend le relais. Et là ça me fait vachement penser à ça, et je sais pas, je trouve que c'est conduit de manière élégante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne, comme je le disais, une distanciation où d'un seul coup on n'a pas que l'avis de Werther sur son propre cas, on a aussi quelque chose de très clair, de très simple. Je trouve que la narration de l'éditeur est très intéressante parce que
elle tranche totalement avec Werther. Werther qui est totalement pris de passion, je dirais presque de fureur, quoi. Il est totalement pris par les larmoiements ou par la tristesse, par la colère parfois, enfin voilà, par la rage comme il le dit lui-même. Alors que là, on est sur ouais, une parole d'éditeur, donc plutôt très froide, ou en tout cas très distanciée, avec juste des faits. Ça, je trouve ça très intéressant. En plus, ça nous permet de venir incorporer l'histoire donc de ce jeune paysan qui a tué par amour, entre guillemets. Ça change un peu la dynamique du récit, l'intervention de l'éditeur. Ouais, carrément. Et je trouve ça très intéressant. Surtout à ce moment-là, où il y a quand même un changement très important. Justement, changement lié, je pense, aux paysans. Parce que Werther, très certainement, a de la compassion, de l'empathie, et se reconnaît dans le sort du paysan. Et en fait, ouais, il est lui, enfin, comment dire, on voit comment le même penchant, en quelque sorte, peut amener à des actes très lourds, comme un assassinat, et comme, on le devine chez Werther, de très grandes envies de suicide. Donc, ça peut être dirigé vers soi, ça peut être dirigé vers les autres, mais en tout cas, ce que je trouve très important, très impactant, très intéressant, dans ce cas du paysan, voilà, dans lequel Werther s'identifie et qu'il veut à tout prix défendre et ainsi de suite, c'est que ça a fini de le terrasser. Ça a fini de le terrasser parce que c'est comme si, et ça c'est un truc très intéressant parce que ça parle justement du phénomène de la dépression et du suicide et de l'effet Werther. Ça a fini de le terrasser. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, c'est un fait assez triste, mais très souvent, dans la vraie vie, un suicide est suivi d'autres suicides. C'est-à-dire qu'en fait, un suicide rend tellement triste les gens autour de lui, ou instille aussi, peut-être chez certaines personnes, l'idée que ça serait une sorte de, et là je mets 12 milliards de guillemets, et attention à ce que je vais dire, de solution, que du coup, ouais, très souvent, on voit que quand il y a un suicide, il y a derrière une vague de suicides liée à ce suicide. Et donc là, comment dire, ça recoupe un petit peu ce qu'est l'effet Werther, puisque l'effet Werther, c'est l'augmentation des suicides lorsqu'une célébrité se suicide. Donc ça va un peu dans le même sens. Et donc on voit que ça a fini de terrasser Werther parce que lui qui s'identifiait avec lui, qui entrait en empathie, en compassion avec cet homme, voit qu'il assassine quelqu'un de rage, de dépit amoureux, j'ai envie de dire, enfin voilà. Et pourtant il continue à prendre sa défense, mais il voit que, entre guillemets, c'est sans espoir et que en fait, ça vient conforter, confirmer Werther dans l'idée qu'il avait envie de voir se faire conforter, en fait. C'est ça le truc, c'est que lui, il aurait bien aimé qu'on lui dise que c'était fini quelque part, je pense. Et du coup, bah là, ça vient l'achever, ça vient attester, ça vient le terrasser une bonne fois pour toutes, dans sa conviction intime qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de moyen de guérison de son mal-être et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça doit dépendre... en vrai, je veux pas faire de la psychologie à deux balles parce que ça doit dépendre de tout un tas de choses, mais on peut se dire que peut-être là, le paysan était en chagrin d'amour de ouf et a tué quelqu'un. En mode personne l'aura parce que si moi je l'ai pas, personne l'aura. Alors que Werther, lui, bien qu'il le comprenne, etc., ça se retourne contre lui-même. Donc est-ce qu'il a un penchant naturel pour s'auto-flageller, etc. Ou est-ce que, et moi j'aurais peut-être tendance à dire ça, mais encore une fois c'est ma lecture perso et peut-être que je change les faits par ma manière de réfléchir, mais est-ce que c'est pas aussi à cause de sa culpabilité, etc., peut-être, mais aussi peut-être parce que il est sujet à des crises existentielles plus qu'à un chagrin d'amour.
Le chagrin d'amour, pour moi, encore une fois, je vais pas dire que c'est un prétexte, c'est quelque chose de très important, de fondateur, qui vient cristalliser son mal-être, mais on sent quand même une personnalité chez Werther un petit peu spécifique, de quelqu'un de cultivé, d'intelligent, comme on nous dit souvent dans le texte, même si intelligence ça veut un peu tout et rien dire, d'artiste et ainsi de suite. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite différence à voir là? Je sais pas. Je sais pas si ça explique que l'un retourne sa rage, sa tristesse vers les autres, et l'autre contre lui-même. Mais ouais, il y a un truc ici intéressant aussi. Et après ce terrassement, on tombe dans l'étape suivante que je trouve l'étape la plus horrible. Et c'est un peu bizarre de parler de ça et tout, mais bon bref. Encore une fois, je trouve que c'est super bien écrit. Mais c'est l'étape où j'ai été dans ma vie qui m'a fait le plus peur aussi, parce que c'était l'étape la plus horrible de ma vie, tout simplement. Mais cette étape où on est tellement triste qu'on n'est plus vraiment triste. Cette étape où presque, et ça moi c'est des mots qui me parlent parce que c'est des mots que j'employais, où comme il le dit, c'est comme si on réfléchissait plus, c'est comme si son cerveau fonctionnait plus. C'est même plus une souffrance. En fait, c'est une souffrance tellement insupportable que presque par saturation, on a l'impression que le cerveau est grillé, qu'il fonctionne plus et que il peut plus rien avoir, que tout est bloqué, que tout est... Et pourtant, malgré... C'est ça qui est bizarre aussi, et c'est très bien décrit encore une fois je trouve par Goethe, malgré ce sentiment de plus rien nous touche, comme il le dit si bien, je ne suis bien nulle part et je suis bien partout, je ne souhaite rien, ne désire rien. Je trouve cette phrase, je ne suis bien nulle part et je suis bien partout, elle décrit tellement le truc, enfin ouais. Ce truc de je suis tellement au bout que plus rien ne peut rien changer. Et je suis entre guillemets ailleurs. C'est... Ouais, ce sentiment-là, précisément, je trouve que c'est le sentiment ultime, si je peux dire, de la dépression. Et je trouve que Goethe, encore une fois, l'a super bien décrit. Et c'est assez fou et triste et paradoxal que de se dire que même quand on en arrive à ce point de non-retour, entre guillemets, bien sûr, attention, encore une fois, s'il y a des gens qui nous regarderaient, qui seraient dans cet état, qui seraient tristes, etc. Là, je dis point de non-retour, mais en fait, c'est ce qu'on pense quand on est dans cet état-là. Mais j'ai été dans cet état-là, et je suis là. Donc, il y a des points de... Enfin, c'est pas vraiment un point de non-retour, on peut en revenir. Mais ouais, ce moment où t'as tellement plus d'espoir, en fait. C'est ça aussi, je pense que c'est ça aussi le trait de Werther. Mais encore une fois, j'ai peur de faire ma propre analyse psychologique au travers du personnage, tellement je m'identifie à lui, mais... Je pense que Werther est d'un naturel à avoir de l'espoir, à aimer la vie, à aimer l'amour, à aimer les gens, etc., etc., à aimer l'art, à aimer la nature, etc., etc. Et que, en fait, pour lui, c'est une seconde nature d'avoir constamment de l'espoir, entre guillemets. Et que du coup, de se trouver dans un tel état où il a plus d'espoir, bah au final c'est encore une fois un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça vient l'achever, c'est-à-dire que c'est presque encore une fois comme s'il s'en voulait à lui-même et comme si d'un seul coup c'était ça y est, moi qui ai toujours fonctionné comme ça, moi qui ai toujours eu de l'espoir, etc., 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 là j'en suis plus capable, donc j'existe plus. C'est comme si vraiment il y avait un sentiment de disparition en fait. Comme si il y avait une impression de vivre sa propre mort en fait. C'est bizarre ce que je dis et c'est horrible, mais je pense qu'il y a un peu ce sentiment-là. Ce sentiment de se voir disparaître, de voir disparaître ce qui fait qu'on est soi-même. Et voilà, ça vient sceller le processus où on se dit, bah voilà, là c'est fini, là, il n'y a plus rien. J'existe déjà plus quelque part. Bon, c'est pas très très joyeux, c'est même pas joyeux du tout. C'est vraiment pas joyeux, et à la fois, encore une fois, je trouve que c'est très bien écrit, je trouve que Goethe, vraiment, putain,
Putain, il est fort, quoi. Putain, il est fort de ouf, en vrai. C'est absolument bouleversant, absolument triste, mais c'est si bien vu, c'est si juste. Encore une fois, je me répète, mais pour moi qui ai vécu des épisodes comme ça, je me reconnais totalement, quoi. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Et aussi cette rage aussi, et ça pareil, c'est marrant parce que j'en ai parlé encore une fois dans mes poèmes et ainsi de suite, mais on nous parlait beaucoup de la tristesse, de ses souffrances, etc. Et maintenant ça se transforme presque en rage, en colère. D'ailleurs, il y a eu le mot injustice de citer un moment dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça c'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'il a tout le même cheminement que moi j'ai pu avoir précédemment dans ma vie, notre jeune Werther. Mais ouais, c'est marrant parce que moi-même j'en parlais dans mes poèmes, etc. etc. J'ai l'impression que la colère c'est un sentiment que j'ai jamais vécu, enfin que j'ai jamais vraiment ressenti dans ma vie. Et que c'était la première fois que je le ressentais et je m'en sentais mal, quoi. Je me disais, putain, mais je suis ce que je n'aime pas. Je deviens ce que j'aime pas. Je deviens de la colère, de la rage, ouais, ce sentiment d'injustice complet et ainsi de suite qui dépassait tout et la rage. Mais en fait, c'est même pas de la rage ou de la colère, je sais pas comment dire, c'est du fiel, enfin ouais, c'est de l'aigreur ou je sais pas, enfin. Cette espèce de sentiment de marasme qui embourbe tout le reste et qui presque vient prendre la place, pardon, de la tristesse, quoi, tellement c'est autre chose, tellement c'est engloutissant. On dit souvent, on a souvent l'image du trou noir pour la dépression et je pense que ouais, il y a ce truc d'engloutissement, quoi, où nos forces sont totalement annihilées, quoi. On se fait totalement absorber par ça. Et justement, c'est pour ça que c'est vraiment un cercle vicieux cet état, et c'est pour ça que c'est très compliqué d'en parler, et c'est pour ça que c'est très compliqué d'en sortir, et ça c'est clair, et c'est pour ça que c'est pour ça que je vous envoie le maximum de bonnes ondes possibles si vous êtes dans ce cas-là, et je suis vraiment désolé pour vous, et je vous souhaite que du bien. Mais justement, c'est ça qui est important de se dire aussi. Quand on fait le constat de tout ça, le constat qu'on peut se faire, c'est que c'est un état. Le constat qu'on peut se faire, c'est que c'est un état. J'ai presque envie de dire, il y a une expression que j'aime bien pour décrire l'état d'hypnose, qui est un état de conscience déplacé. Et j'ai presque envie de dire ça. J'ai presque envie de dire que c'est un état de conscience déplacé. Donc dites-vous que... Enfin, dites-vous. Encore une fois, je suis pas un expert et je dis ça comme ça me vient. Peut-être que c'est pas une bonne chose, peut-être que c'est pas un bon conseil, j'en sais rien, mais... En tout cas, ce qui, moi, je trouve à titre personnel peut être rassurant, c'est de se dire que c'est un état et que c'est le principe même de cet état de penser qu'on va jamais s'en sortir. C'est le principe même de cet état de se dire qu'on n'existe plus, qu'on est en train de disparaître, qu'on se laisse engloutir, etc., etc. Et c'est le propre de cet état qui le rend difficile. Mais c'est un état. Et il y a d'autres états. C'est pas... En fait, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que si c'est un état, il y a d'autres états et on peut être dans un autre état. Et c'est très compliqué une fois qu'on est là-dedans d'en sortir et de repasser sur un autre état, de ressortir sur un autre état. Mais c'est possible et ça existe. Voilà, voilà. Encore une fois, je vous disais, on a l'impression de point de non-retour. Mais c'est pas un vrai point de non-retour, il y a toujours du retour possible. Bref, cette lecture est vraiment triste. Mais encore une fois, je suis très heureux de la découvrir avec vous en live parce que je la trouve vraiment bien écrite. Je la trouve vraiment... Je voulais beaucoup découvrir Goethe depuis longtemps. J'aurais voulu découvrir par Faust, mais malheureusement ce sont des pièces de théâtre, donc c'est un peu compliqué de vous le faire en live. Mais je suis vraiment pas déçu, ça valait vraiment le coup, Les Souffrances du jeune Werther. Et donc on aura un dernier live de lecture sur Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, dès mardi à 21h. Je vous adresse de nouveau un dernier message, après je m'arrête parce que vraiment j'ai pas envie de vous saouler et d'alourdir encore le propos en disant ça non-stop, mais je vous adresse encore un dernier message à vous, j'ai envie de dire les oubliés, enfin bref, les oubliés comme diraient beaucoup de groupes de musique que j'écoute, mais si vous allez pas bien, si vous êtes en dépression, si vous vivez des moments difficiles, etc., etc., tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, et que vous n'êtes pas seul,
et que je sais à quel point ça peut être difficile. Et vous n'avez pas à vous flageller, vous n'avez pas à vous descendre encore plus. Vous êtes déjà mal, vous êtes déjà avec des souffrances. Cette souffrance est réelle, mais vous pouvez vous en sortir. Et je vous souhaite que ça, et je vous envoie un maximum de bonnes ondes et un maximum de courage pour affronter tout ça. Bien. Concernant le reste de la semaine, putain, c'est chaud, c'est chaud d'embrayer sur cette lecture, hein. C'est chaud de parler d'autre chose tellement c'est puissant cette lecture. Mais ouais, pour parler d'autre chose, je vous rappelle que dimanche à 15h, il y aura un live de découverte de l'univers de League of Legends. Ça sera certainement le dernier live de cette semaine. Je vais peut-être faire un live demain de gaming, mais je suis pas sûr, donc tenez-vous au courant sur Facebook, Twitter et Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette lecture, cet épisode, à mettre un like ou un dislike aussi, selon votre appréciation, hein. Un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. On se retrouve également pour la veillée du dimanche de 21h à minuit minimum sur mon Discord pour jouer, parler ensemble. Et puis, je crois qu'on est bon pour cette semaine. Le programme de la semaine à venir, comme d'habitude, ça sera lundi sur tous les réseaux. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bien. Merci Mathieu Mériot d'être passé, merci les couteaux ports de m'avoir accompagné tout du long de ce live, ça me fait plaisir. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye!